Bonjour à tous, bonjour Daniel, merci pour cette introduction qui résume déjà bien le sujet. Je voulais juste faire le lien avec la présentation précédente de Leïla sur l'intelligence artificielle, étant donné qu'un des grands besoins de l'intelligence artificielle, ce sont les données, le fait qu'il faut beaucoup de données. Et la meilleure manière de créer de la donnée, c'est l'Internet des objets, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors la promesse de l'Internet des objets, elle est assez énorme, assez volumineuse, mais elle n'est pas nouvelle. L'Internet des objets, on a tous l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mais ça existe depuis pas mal d'années, surtout dans l'industrie, au niveau de la maintenance prédictive principalement. Alors, l'Internet des objets va nous amener énormément de nouvelles solutions ou énormément de nouvelles possibilités au sein d'une entreprise, que ce soit pour amener un nouveau service ou optimaliser un processus métier ou encore gérer d'une manière beaucoup plus efficace son back-office par exemple. Et donc on va découvrir dans cette petite présentation quelques exemples qui vont démontrer l'intérêt de l'Internet des objets, mais surtout, ce qui est nouveau, c'est la démocratisation de l'Internet des objets. C'est la facilité de mettre en place des sujets, des projets Internet des objets. L'Internet des objets va nous permettre plusieurs choses, hein, que ce soit des bénéfices internes ou externes à l'entreprise, parce qu'elle va nous permettre à la fois de peut-être générer de nouveaux revenus, exemple de la monétisation de la donnée, mais permettre une meilleure organisation du travail. On le verra avec quelques exemples dans les utilities, avec l'optimisation de tournée par exemple. Elle va permettre d'améliorer les conditions de travail ou les conditions qui sont liées à, par exemple, une situation hospitalière avec du suivi de paramètres. Et donc on va découvrir que l'Internet des objets va nous permettre de pas mal faire de cas d'usage dans beaucoup de métiers différents. Alors juste quelques chiffres qui vont nous permettre de montrer que l'Internet des objets, c'est quand même, on est maintenant quasi à 30 milliards d'objets connectés, et donc on voit une grosse évolution par rapport à le nombre d'objets qui sont connectés. Alors l'Internet des objets, c'est d'abord trois choix à faire. C'est d'abord trois composants qui sont indissociables de l'Internet des objets. On a d'abord les objets en tant que tels, et donc on doit d'abord faire une sélection parmi ces objets. Quel est l'objet, quelle est la mesure qui va être utile dans mon cas d'usage? Et on voit une démocratisation au niveau de ces objets, de plus en plus d'objets disponibles, de plus en plus de fournisseurs, de plus en plus de mesures qui sont liées à ces objets. Et donc un premier travail va être de sélectionner quel type d'objet va me permettre de créer cette donnée. La deuxième dimension, la deuxième composante, c'est la communication. Quel est mon réseau? Comment ces mesures, ces objets vont communiquer avec l'Internet, avec moi. Et là, on voit l'apparition de nouveaux réseaux sur le territoire. On peut parler de Sigfox, qui est opéré par Engie. On peut parler de LoRa, qui est opéré par Proximus ou NB-IoT. Donc on voit ces nouveaux réseaux. Ce sont des nouvelles antennes qui vont permettre une connexion, une connectivité avec ces objets. Et puis la troisième dimension indispensable, c'est la plateforme. Une fois que vous avez remonté vos objets, il faut mettre des processus métiers, il faut les afficher, il faut les rendre lisibles à tout un chacun. Et donc on va utiliser des plateformes, principalement des plateformes cloud. Ici, vous en voyez quelques-unes, hein, que ce soit via Proximus, Amazon ou Microsoft. On a pas mal d'exemples différents et pas mal de plateformes qui se mettent en place, qui sont soit des plateformes verticales sur des buts verticaux comme par exemple l'énergie, ou des plateformes plus génériques comme celles qui sont présentées ici. Alors, l'Internet des objets, c'est avant tout la mise en place d'une architecture qui est de plus en plus simple à mettre en place au vu de tous les éléments qui sont disponibles maintenant. Cette architecture qui comprend, comme on l'a vu précédemment, les objets, la mise en place d'un réseau, d'un système de communication qui peut être public ou privé. Donc de plus en plus, on peut mettre en place un réseau privé qui va nous permettre de agréger ou de collecter l'ensemble des mesures
provenant d'un bâtiment, par exemple, et ensuite, ce gateway, on a la possibilité, à travers ce concentrateur, de publier ces informations vers une plateforme cloud ou vers un data center dédicacé, si on veut, en quelque sorte, avoir ces données à disposition dans son propre data center. Et puis vient ensuite les cas d'usage, vient les use cases, avec d'une manière relativement simple, parfois un affichage sous forme de tableau, de graphe de ces mesures. Prenons simplement l'exemple d'une mesure de température qu'on affiche tous les quarts d'heure et on voit son évolution. Et puis on a de plus en plus de possibilités de mixer ces données, de les combiner avec d'autres données, avec d'autres mesures de capteurs. On aura quelques exemples tout à l'heure. Et on a de plus en plus de cas où on va mobiliser l'intelligence artificielle, l'analytics, afin de donner de la valeur à ces mesures qui sont remontées. Alors vous voyez ici par exemple un exemple d'architecture qui a été mis en place au niveau d'NRB, qui mixte en fait plusieurs types d'objets, plusieurs types de moyens de communication et plusieurs types de plateformes. Un peu pour vous expliquer qu'effectivement on va rarement avoir un projet où on va avoir un objet, un type de communication et une plateforme pour un usage précis. Bien souvent, on va devoir mixer plusieurs types d'objets, plusieurs types de mesures provenant de plusieurs fournisseurs, éventuellement mutualiser aussi le réseau ou avoir une certaine ouverture pour combiner plusieurs réseaux différents, un réseau public, un réseau privé par exemple, et remonter ces données sur des plateformes et probablement aussi parfois combiner plusieurs plateformes, ça c'est en fonction des projets, la complexité, etc. Et aussi la possibilité d'intégrer des données externes via la consommation d'API, par exemple, prenons le cas de la météo, hein, si on veut corréler les températures de mon bâtiment avec les températures extérieures, je vais consommer des données qui viennent de prestataires externes et qui vont aller nourrir mes algorithmes. Alors, les cas d'usage sont quand même très très nombreux au niveau de l'Internet des objets et on retrouve des exemples dans tous les secteurs, tous les verticaux, toutes les industries possibles. Ici, vous voyez quelques exemples. Prenons par exemple le milieu, la manufacture, l'industrie, où depuis déjà beaucoup d'années, l'Internet des objets est principalement utilisé pour de la maintenance prédictive. Donc on met des capteurs de bruit, des capteurs de vibration sur les différentes machines, ou prenons le cas d'un ascenseur par exemple, et on va vérifier les paramètres et voir l'évolution de ces paramètres, et éventuellement prédire de futures pannes, et donc on va pouvoir faire de la maintenance préventive ou prédictive pour améliorer mon processus de maintenance. Mais ça peut être aussi dans le milieu médical, du suivi de paramètres au niveau de mes patients pour mieux les prendre en charge. On a pas mal d'exemples au niveau de l'énergie, et donc mettre en place toute une série de capteurs ou de lecteurs de compteurs qui vont nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de mon bâtiment, de prendre des mesures pour améliorer mon efficacité énergétique et, in fine, faire des économies au niveau de l'énergie, une diminution de CO2, etc. Des cas de figure dans l'assurance, il y en a aussi pas mal, que ce soit des détecteurs de bris de vitres, détecteurs des cas des eaux, une alerte inondation, c'est tous des éléments qui peuvent être mis en place pour diminuer mon risque au niveau des assurances. Et un des secteurs qui va certainement beaucoup évoluer, c'est les voitures autonomes, les voitures connectées. On a déjà pas mal de connexions au niveau de la voiture pour en avoir en temps réel son diagnostic et tous les éléments d'alerte en cas d'accident. Et on va se retrouver avec de plus en plus de cas d'usage au niveau des voitures également. Alors, si je prends un exemple plutôt dédicacé au niveau du smart building, et ça c'est mon prochain slide, on va se rendre compte que l'Internet des objets va nous permettre de faire pas mal de cas d'usage différents, donc si je me centre sur un vertical, et va être un peu ma porte ouverte pour
pas mal de nouveaux services au niveau du Smart Building. Alors, Smart Building, ça va nous permettre de migrer vers une solution où le building devient une plateforme de service pour son utilisateur. Et donc, grâce à la multitude d'informations qui vont être collectées à travers différentes sources, on va pouvoir mettre en place des scénarios, des nouveaux services. Ici, on voit tout un exemple, hein, pas mal de services différents. On les verra aussi dans les exemples qu'on a déjà réalisés, où on transforme un environnement relativement physique, relativement statique, en un environnement dynamique avec la possibilité d'optimaliser, de rendre de nouveaux services aux usagers, tant les utilisateurs finaux que les utilisateurs, les gestionnaires des bâtiments, qui vont leur permettre d'avoir une manière beaucoup plus efficace de gérer leur bâtiment. Prenons par exemple, je veux optimaliser mon service de nettoyage parce que en ces temps de Covid, j'ai beaucoup moins de présence de bâtiment et ça ne sert à rien de nettoyer des pièces qui n'ont pas été occupées. Eh ben, je vais pouvoir éventuellement optimaliser au vu des informations que je reçois par rapport à l'occupation de ces bâtiments, par exemple. Alors venons-en à quelques exemples concrets pour illustrer les propos et illustrer par quelques exemples réalisés par NRB de l'atout de l'Internet des objets. Le premier exemple est l'exemple de Renowatt. Renowatt étant un organisme financé par la région et l'Europe, afin de faire du suivi énergétique de bâtiments, mais surtout de connaître des bâtiments du secteur public et éventuellement d'en dégager des politiques d'investissement via des contrats de CPE, donc des contrats de performance énergétique. On est dans une situation où on est sur des bâtiments anciens et donc on a très peu de connaissance du bâtiment, on ne sait pas trop comment il se comporte, ce qu'il consomme, à quelle fréquence, etc., etc. Et donc ici, entre parenthèses, simplement mettant quelques capteurs de température, on permet déjà d'avoir une connaissance du bâtiment, de ses courbes de chauffe, et c'est un des premiers éléments qui permettent aux gestionnaires, mais aussi à Renowatt en tant que tel, de déterminer si le bâtiment a un grand potentiel de gain énergétique si on fait un investissement de travaux, que ce soit un remplacement de chaudière ou un remplacement de châssis. Et donc ici, c'est un beau projet parce que avec un simple double scotch, on installe ces capteurs qui sont sur batterie, ils sont directement déjà provisionnés sur le réseau Sigfox et nous transmet automatiquement les données sans aucune configuration et sans aucune installation nécessaire par le gestionnaire du bâtiment. Un autre exemple qui est aussi dans l'énergie au niveau de la ville de Herp, qui permet d'avoir une comptabilité énergétique très complète des bâtiments publics de la ville de Herve. Et donc là, on va beaucoup plus loin que uniquement la mesure d'une température. On va mettre des lecteurs d'index, on va mettre pas mal de différents types de matériel afin de relever ces compteurs, que ce soit les compteurs d'eau, le compteur gaz, le compteur d'électricité. Toutes ces données sont transmises à une plateforme pour lesquelles on va à la fois faire du monitoring, mais aussi des alertes. Et donc, on va permettre à l'utilisateur final, en l'occurrence peut-être le directeur de l'école, de lui signaler que son chauffage est en route alors qu'on est le week-end ou pendant les vacances, et donc il va recevoir un SMS ou recevoir un mail pour lui signaler ses problèmes de consommation. Mais c'est également un programme de sécurité mis en place avec des détecteurs de pris de vitres et des détecteurs de fuite d'eau qui vont aussi permettre de gérer une alerte. Cette partie détection prix de vitres et fuite d'eau était faite en collaboration avec ETIAS pour voir dans quelle mesure on peut améliorer les risques ou diminuer les risques en termes de problèmes au niveau des assurances. L'exemple suivant, c'est M3R, c'est un programme qu'on a fait, un projet, un outil qu'on a fait pour la gestion intelligente des salles de réunion. Et donc, vous êtes bien au courant que les salles de réunion, elles sont souvent
booké et pas toujours occupé. Et donc, on a parfois un problème de réservation de salles, étant donné que parfois, ces salles sont réservées et pas occupées. Et donc, en installant des capteurs dans les salles, ça nous permet d'une part de vérifier qu'il y a réellement une présence au niveau de la salle, mais aussi de mesurer plusieurs paramètres. Un des paramètres importants, c'est le CO2, par exemple. La qualité d'une réunion, la qualité de l'attention d'une assemblée est fortement liée au CO2. Et donc, si on dépasse un certain nombre de ppm de concentration au niveau de l'atmosphère de la pièce, on risque d'être moins concentré, d'avoir des problèmes de santé. Et c'est particulièrement vrai dans les écoles, par exemple, où la détection de CO2 est importante. Et donc, cet outil, c'est à la fois un outil de booking, de gestion d'occupation, mais aussi d'alerting, tout en un, dans un design qui est fort agréable pour l'utilisateur final. Enfin, un dernier exemple plus industriel qui est l'optimisation des tournées de ramassage des bulles à verre. Et donc, dans ce cas de figure, dans cet exemple, on a mis à disposition, on a implémenté des capteurs de remplissage au niveau des bulles à verre. Donc, on a installé des capteurs qui mesurent, grâce à l'ultrason, le niveau de remplissage de la bulle à verre. Et ce niveau va nous permettre d'avoir sur une carte en temps réel le pourcentage de remplissage de la bulle à verre, et ce qui va nous permettre de nous déplacer ou d'uniquement déplacer le camion lorsque c'est utile, lorsque la bulle à verre est à vider. C'est particulièrement intéressant dans la mesure où dans des zones rurales, les bulles à verre sont parfois fort éloignées, et donc il faut parfois faire de grands détours pour aller vider ces bulles à verre. Et donc c'est un exemple assez sympa d'optimalisation de processus métier grâce à des capteurs. Alors, pour conclure ma petite présentation, je pense que un des grands messages que je veux faire passer, c'est que maintenant on est vraiment dans de la démocratisation de l'Internet des objets. C'est de plus en plus facile de mettre en place ces objets, donc c'est dû effectivement à la démocratisation des capteurs. On en a de plus en plus, ils sont de meilleure qualité et de meilleur prix, des prix plus abordables. Les plateformes, elles sont nombreuses, elles sont utilisables as a service pour quelques euros ou quelques dizaines d'euros par mois. Les réseaux sont aussi présents, on a de plus en plus d'offres qui nous permettent pour quelques euros aussi par an d'utiliser ces réseaux pour pousser les données vers des plateformes. Et puis de plus en plus, on constate qu'il y a une maturité ou qu'il y a une connaissance des utilisateurs, des possibilités de l'Internet des objets. Et donc, je suis convaincu qu'on va vers une multiplication des cas d'usage dans des métiers très différents qui vont nous permettre d'utiliser la puissance de l'Internet des objets et certainement de plus en plus interconnectés avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'utiliser d'une manière beaucoup plus efficace et intelligente les données. Je vais juste vous donner un petit exemple. Si vous combinez la mesure dans une pièce de la température et de l'humidité, vous pouvez arriver à compter le nombre de personnes qu'il y a dans une pièce. Grâce, si vous avez une mesure fine de ces deux données-là, étant donné que chaque personne dégage des kilowatts et dégage de l'humidité, avec un algorithme derrière, on va pouvoir mesurer le nombre de personnes dans la pièce. Donc, c'est des exemples comme ça que vont nous apporter l'intelligence artificielle qui sont liées à la remontée des mesures à travers l'Internet des objets. Voilà un petit résumé très succinct de ce qui nous attend dans les prochaines semaines, mois, années. Ok, merci Olivier pour cette présentation. Je vois qu'il y a une question qui est entrée. Il y a quelqu'un qui demande, avez-vous des exemples ou pouvez-vous donner des exemples de IoT, Internet des objets, dans la logistique, dans le secteur logistique? La logistique, oui.
Donc, il y a principalement le suivi d'assets, donc le fait de suivre que ce soit un container, un colis s'il est suffisamment précieux. Donc ça, on a pas mal d'exemples dans le suivi d'assets. On a des exemples dans la chaîne du froid, donc le suivi de la chaîne du froid, donc de ce qui permet d'assurer que la logistique du frais, du congelé, etc., on respecte cette chaîne du froid. Donc ça, c'est deux exemples. Ce qu'on a fait au niveau du BEP, c'est aussi un exemple en quelque sorte de la logistique pour optimaliser des tournées. Donc je pense qu'il y a pas mal de cas de figure dans la logistique, certainement en termes de suivi d'assets, en termes d'optimalisation de tournées, ce genre de scénario. Oui. Ok. En fait, la question était comment approcher concrètement un projet IoT, Internet des objets. Quelles sont les étapes qu'il faut implémenter? C'est une très bonne question. En fait, il faut commencer par énumérer les processus métiers qui sont dans l'entreprise, et d'avoir un exercice de quels sont mes processus métiers qui me prennent le plus de temps, sur lesquels j'ai un sentiment que je pourrais gagner si j'avais de nouvelles données ou de nouvelles mesures, et à partir de ça, sélectionner l'un ou l'autre processus et essayer de voir dans quelle mesure je peux y associer des objets, et donc de pouvoir commencer à sélectionner l'un ou l'autre objet qui va me donner l'une ou l'autre mesure et l'une ou l'autre donnée. À partir du moment où on a sélectionné ça, donc le type de mesure, le type d'objet pour le cas d'usage, bah, il faut ensuite analyser quelles sont mes possibilités en termes de réseau, donc de transmission de données, parce qu'on a plusieurs possibilités, que ce soit un réseau privé ou un réseau public. Donc là, il y aura un premier choix à faire. Est-ce que je crée mon propre réseau pour un bâtiment ou est-ce que j'utilise un réseau public? Si j'utilise un réseau public, bah, est-ce que mes assets, mes objets sont connectables? Donc est-ce que la qualité du réseau est suffisante? Ça, c'est un deuxième aspect. Une fois que j'ai sélectionné mon objet qui va communiquer avec mon réseau, tout en faisant attention que les deux doivent être compatibles, hein, mon objet doit être compatible avec le réseau. Ben, ensuite, c'est la sélection d'une plateforme. Et là, est-ce que je prends une plateforme qui est déjà verticalisée avec des processus dedans? Donc ça, je prends l'exemple d'une plateforme énergétique où il y a déjà des calculs qui sont faits qui vont me permettre de consommer, de voir ma consommation. Ou alors est-ce que je dois partir sur un petit développement qui va me permettre alors de faire mon cas d'usage précis. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment partir de cas d'usage, de processus métier concrets, de voir de quelle mesure on peut y associer de l'objet et ensuite commencer à remonter les données, à manipuler les données. Et à partir du moment où on a pris une certaine confiance, bah, élargir alors le scope, soit augmenter le nombre d'objets sur le cas d'usage, soit augmenter les cas d'usage. Ok. Dernière question, comment intégrer un projet IoT dans un ensemble de systèmes existants? Peut-être c'est plutôt une question pour Jean-Marc, je ne sais pas. Jean-Marc est présent ou il sait répondre? Ou bien c'est à toi, Olivier. On t'entend. Oui, est-ce que tu peux répéter pardon, la question, Daniel? Non, c'était comment intégrer un projet IoT dans un ensemble de systèmes existants. Comment créer un système non, IoT? Intégrer. Ah, d'accord. Ça dépend d'abord le système existant, bien sûr. Maintenant, on peut rajouter des informations, des capteurs dans le système existant parce que, en fait, on peut réutiliser éventuellement des réseaux qui sont complètement indépendants, mais qui peuvent s'intégrer dans le back-end de l'existant. Donc, il faut savoir que les objets connectés qui utilisent l'Internet des objets, c'est-à-dire sur les objets sur batterie et qui utilisent les protocoles spécifiques de l'Internet des objets, communiquent avec des gateways qui, eux, peuvent aussi interagir avec des back-ends qui
qui ramène l'information, les données vers le système informatique du client sous forme souvent d'API. Donc, il n'y a pas vraiment non plus de Big Bang, c'est juste de l'information des data en plus qui sont remontées dans le service, dans le back-end du client pour enrichir les données du système. Oui, en fait, ce que tu dis, ce sont pas deux mondes complètement à part, c'est des mondes qui s'intègrent facilement parce qu'ils parlent les mêmes langages. Donc l'IoT peut compléter sans faire un Big Bang, puisque on a maintenant beaucoup d'objets qui peuvent utiliser des protocoles tout à fait spécifiques, mais au final, les données reviennent quand même dans le back-end du système informatique du client. Ok, parfait.